les uns qui sont reliés avec l'affrontement des animaux. C'est un exemple qui est du 19e siècle. Donc l'inspiration de ce répertoire décoratif de l'Orient ancien, des Sassanides, lui-même souvent inspiré de l'Empire parthe, voilà, vous avez, ceci est un détail, perdure. Nous sommes en Italie au XVIe siècle, vous voyez qu'on voilà, on a juste un adossement d'animaux, là la question se pose, nous ne sommes plus dans cette inspiration imitative. Là, vous avez l'Espagne. Alors, vous avez l'Espagne du XVIe siècle. C'est une pièce qui est conservée toujours à la Fondation Abegg à Rigisberg en Suisse, qui est une grande fondation de conservation de textiles anciens. L'adossement des animaux, certes, mais vous constatez que vous avez une disproportion par rapport au modèle dit de l'Orient ancien. Toujours une pièce italienne. Vous n'avez plus, là, vous avez l'adossement des animaux, les paires d'animaux autour d'un arbre, mais on a quitté le cercle. Donc petit à petit, finalement, nous pouvons parler d'un léger motif d'adossement qui est juste éventuellement une petite inspiration ou le moyen pour le tisserand de pouvoir alterner son motif finalement facilement. Un exemple toujours italien, nous sommes à Lucques au XIVe siècle avec ces grandes panthères. Ça me permet d'évoquer également une toute petite note technique. C'est ce qu'on appelle un brochet, c'est-à-dire une soierie qui contient des fils d'or. Donc vous avez l'apparition de cette mandorle, comme nous évoquons beaucoup les motifs plutôt géométriques, que l'on retrouvera en seconde partie, surtout dans l'Empire ottoman. Toujours une inspiration occidentale, l'aigle bicéphale ici, exemple espagnol. Après les modèles sassanides, etc., nul ne peut évoquer les tissus archéologiques sans parler des tissus coptes. Les tissus coptes sont des tissus extrêmement répandus que l'on qualifie de qualité très différente. D'ailleurs, la plupart des textiles sassanides de la Perse ancienne ont été retrouvés à Alexandrie ou à Akim sur des sites archéologiques égyptiens. Parce que le sol égyptien est un sol qui est fabuleux pour la conservation des textiles. Lors de fouilles archéologiques, certains fouilleurs du 19e siècle, comme Albert Gaillet, disaient que pendant les fouilles, vous aviez des strates et des strates et des strates de textiles. Et c'était également un haut lieu de passage. Cet exemple, parce qu'on va s'intéresser plus aux frises épigraphiques, cet exemple est ce qu'on appelle un tiraz. C'est un textile qui est un textile fatimide. Vous avez cette frise épigraphique, là, vous voyez, qui est adossée. Souvent ces frises, le mot tiraz vient de la Perse ancienne, et c'est un mot qui veut dire atelier, mais atelier du roi. Cette frise épigraphique, souvent, elle se situait au niveau des encolures. Les Fatimides vont énormément développer ces pièces en utilisant ces frises épigraphiques. Là, de nouveau, un motif assez oriental. Une pièce particulière, ce sont ces pièces qui étaient destinées à être posées sur les cénotaphes, sur les tombeaux. Vous avez ce zigzag d'épigraphie qui portent en eux-mêmes des sourates du Coran et qui accompagnaient le défunt. Ça, c'était un exemple, ceci est un exemple du XVIIe siècle, c'est un exemple de l'Empire ottoman. Ça me permet, pour aller vers notre deuxième partie, d'évoquer juste un cas particulier très appréciable. C'est le cas, voilà, vous trouvez cette frise épigraphique des tissus hispano-mauresques. Nous sommes en Espagne au XIIe, XIIIe siècle. Cette Espagne où arabes et chrétiens, musulmans
et chrétiens ont vécu, ont travaillé. Vous aviez des artisans orientaux qui se sont beaucoup exprimés. Donc vous avez cette frise épigraphique que vous retrouvez souvent. Voilà, ceci est un exemple encore, c'est un détail, vous allez voir, d'un costume très particulier. Ça, on est toujours dans l'Empire, excusez-moi, en Espagne, en l'Espagne hispano-mauresque. Vous avez cette pièce qu'on appelle une pelota. Cela se portait à la fois pour les hommes et les femmes par-dessus le vêtement. C'est une pièce particulière. Et ces pièces sont conservées dans un monastère, le monastère de las Huelgas, qui se situe près de Tolède. Donc je vous évoquais cette frise épigraphique qui est reprise au départ. Elle est reprise, c'est une frise épigraphique. Et petit à petit, ça ne devient qu'un motif finalement. Ce sont des grandes hampes, c'est de la pseudo-calligraphie et plutôt décorative, puisque là nous sommes dans l'Espagne d'Isabelle la catholique et on continue à s'inspirer de ces tissus plus orientaux. Quelques exemples de textiles hispano-mauresques avec des frises épigraphiques, ce cas particulier qui entre l'Orient et l'Occident, l'adossement des animaux autour de ce fameux arbre de vie. Voilà. Là, je vous présente quelques textiles qui sont du 19e siècle et que la maison Prel tissait. Voilà, qui s'inspirait de ces tissus hispano-mauresques. Nous allons vers l'Empire ottoman, en seconde partie, évoquer ces motifs de végétaux, de fleurs. Nous l'avons vu déjà à travers l'arbre de vie. On peut également poser la question de la non-représentation humaine en terre, entre guillemets, islamisée. Ceci est une soirée ottomane conservée au musée historique des tissus de Lyon. Vous avez les œillets, les prunus, la tulipe et surtout cette mandorle très ottomane qui permet d'alterner les motifs. Il est temps aussi, cela nous permet aussi d'évoquer la fameuse tulipomania qu'il y aura. L'essor, le commerce de cette fleur va beaucoup apporter à l'Empire ottoman pour son essor économique. Et ces motifs de tulipes, vous les retrouvez, on les retrouvera dans quelques exemples postérieurement. Là, c'est ce qu'on appelle un chatma.